Bienvenue sur Métro News, mesdames et messieurs. Tout de suite, les titres de l'actualité. Vaste opération policière le week-end écoulé dans plusieurs quartiers populaires de la région métropolitaine de Port-au-Prince. Plusieurs armes à feu ainsi que des munitions ont été saisies. Des dizaines de suspects ont été arrêtés, dont des présumés chefs de gang. L'ANMH et l'AMI protestent contre la hausse du tarif dans le secteur de la radiodiffusion. Selon ces associations de médias, le Conatel a pris cette décision de façon unilatérale. Lancement par le ministère des Travaux publics, Transports et Communications des travaux à haute intensité de main-d'œuvre. Ces travaux de voirie et d'assainissement sont financés par le Trésor public à hauteur de plus d'1 milliard de gourdes. La police est déterminée à traquer les bandits. C'est ce que lance le directeur départemental de l'Ouest de la PNH, Mario Aubergiste, au lendemain de la première opération des forces de l'ordre dans le cadre d'un nouveau dispositif opérationnel. Il soutient que les premières interventions ont été fructueuses. Nous allons chercher les criminels dans leurs repères, c'est ce qu'a fait savoir M. Aubergiste. La nouvelle opération comporte plusieurs aspects, a expliqué le directeur de l'Ouest, faisant état des opérations de visibilité et de sécurité, notamment dans les quartiers populeux. Des interventions donc ciblées ont été réalisées à Pétionville et à Turgeau la semaine écoulée lors d'un accrochage avec les forces de l'ordre. Il faut dire que 2 bandits ont été mortellement touchés le dimanche 2 décembre 2018 dans le quartier de Porcelaine à Port-au-Prince. Un chef de gang a été appréhendé et des armes et munitions saisies. Le commissaire de police de Port-au-Prince, Joël Casséus, affirme qu'un Galil, un Uzi, un AK-47, un 9 mm, un pistolet 45 ainsi que des chargeurs ont été saisis. Interrogé sur la nécessité d'une intervention dans les quartiers de Martissan, M. Aubergiste a fait valoir que les forces de l'ordre ne dévoileront pas leur stratégie. Il promet quand même que les forces de l'ordre réaliseront des interventions dans ces quartiers. La police nationale a déjà identifié 9 individus, dont 3 chefs de gang parmi les 88 personnes interpellées lors de l'opération menée dimanche matin au centre-ville de Port-au-Prince. Selon le porte-parole adjoint de la PNH, l'un des bandits aurait participé à l'exécution du jeune homme dont la vidéo a fait le tour des réseaux sociaux. Toutefois, Gary Desrosiers n'a pas pu fournir des explications sur le pistolet mitrailleur Galil, propriété de la police, saisi lors de cette opération. Parallèlement, l'inspecteur Desrosiers confirme plutôt l'arrestation ce lundi matin d'un policier, Enoch Luma, auteur de l'assassinat de son frère d'armes à Miragouane au cours du week-end. Il y a 88 personnes qui sont interpellées lors de l'opération. Pour le moment, il y a 9 personnes qui sont identifiées parmi les personnes que nous arrêtons. Parmi eux, il y a 3 chefs de gang. Saint-Fort Pierre, Richard, Dossou Paulès, qui continue de Mazora, et Sadrak Brice, que nous jouons Galil la même. Et information que nous jouons, t'a semblé que Sadrak Brice t'a impliqué dans l'exécution que nous avons sur le réseau Jeune Petit Garçon ça, côté que il a été tiré. Et toute société a justement parlé de incident ça, de drame ça, qui est arrivé côté que bandit exécuté un jeune petit garçon. Il y a tout Edson Sony qui est arrêté, Policar Fait Loton qui est arrêté, Monès Gay, Bertoni, Modestin et Rosie Claire Carlisson qui est arrêté lors de l'opération Sahara. On a noté que l'opération Sahara était impliquée UDMO, Boyd, SWAT, BIM, FPU, SDPJ, qui étaient impliqués lors de l'opération Sahara. Concernant le drame qui est arrivé à Miragouane, côté que 3 policiers étaient ensemble, dans le nightclub, ils étaient à grand plaisir. Pendant qu'ils ont retourné parce qu'ils étaient supposés prendre poste et vers 3h, 4h du matin, selon l'information qu'il y a, voilà qu'ils ont monté machine. Policiers qui, derrière, tiré, côté que, gagnent un policier, agent 1, Jean Alain,
22e promotion qui prend 2 balles dans la vente. Pour le moment, la prend soin d'hôpital. Il y a tout, malheureusement, policier Alexis Fédouard, 22e promotion, agent 1, qui est affecté dans la prison en Savo. Il a tué 3 balles dans la tête. Et c'est policier Enoch Luma, 22e promotion yo, qui tué policier ça. N'a noté matin aux environs 4 heures, la police arrêté policier agent 1 Enoch Luma, auteur, assassinat et tentative d'assassinat policier que nous sommes dit là. Les 2 principales associations nationales des médias réclament des négociations avec le Conseil national de télécommunications Conatel sur la hausse des tarifs dans le secteur. Les responsables de l'Association des médias indépendants d'Haïti, AMI, et l'Association nationale des médias haïtiens, ANMH, indiquent avoir pris connaissance sur les médias sociaux d'une note circulaire faisant état de nouvelles dispositions pour réguler le secteur de la radio-télédiffusion en Haïti à partir du 3 décembre 2018, ce sans consultation ni réunion d'information préalable avec les associations concernées. L'Association des médias indépendants d'Haïti, AMI, et l'Association nationale des médias haïtiens, ANMH, demandent à leurs membres d'attendre que le Conatel transmette les documents et rencontre leurs associations respectives avant toute autre démarche. Les présidents de l'ANMH, Franz Duval, et de l'AMI, Venel Remaret, précisent que leurs organisations n'ont pas rencontré formellement les responsables du Conatel depuis 2017 ni reçu de réponse à leur correspondance de février 2018 au sujet d'un éventuel contrat et d'un barème de prix. Convaincus que le dialogue est indispensable à l'harmonie dans le secteur de la radio-télédiffusion en Haïti, l'Association des médias indépendants d'Haïti, AMI, et l'Association nationale des médias haïtiens, ANMH, vont entreprendre toutes les démarches pour défendre les intérêts de leurs membres en particulier et de chaque station de radio en général et tout faire pour maintenir des rapports cordiaux avec leurs régulateurs. En ce sens, l'AMI et l'ANMH, qui réaffirment leur volonté de respecter leurs engagements, espèrent prendre connaissance de la position de contrat, de la proposition plutôt de contrat et du barème dans les meilleurs délais, et ils sont prêts à rencontrer à leur convenance les responsables du Conatel. L'AMI et l'ANMH demandent à leurs membres et à tout un chacun du secteur de la radio-télédiffusion de garder leur sérénité et de poursuivre leur travail de service public. Ce 3 décembre 2018 ramène le 17e anniversaire de la mort du journaliste Brignol Lindor, qui a été assassiné, on se le rappelle, en 2001 par des militants de Dominant-Bois dans la ville de Petit-Gouave. À l'occasion de cette triste commémoration, le secrétaire d'État à la communication renouvelle l'engagement de l'équipe au pouvoir à garantir l'exercice de la profession au sein de la société. Toutefois, Eddie Jackson Alexis rappelle aux confrères de la presse la nécessité de respecter les principes régissant le fonctionnement du métier. Monsieur Alexis entend inviter certains médias qui se livrent à de mauvaises pratiques à respecter la déontologie de la coopération. 3 décembre 2001, la presse était rapportée de façon tragique, avec un pile tristesse, la mort d'un journaliste dans la ville de Petit-Gouave qui c'est Brignol Lindor. Moi-même, c'est un journaliste de carrière qui, je dis, a une responsabilité dans l'État. C'est le moment pour nous rappeler, date ça, que Haïti, pas de jamais oublier, que nouvelle génération de gourmets pour ça pas reproduire encore, pour que tout journaliste ait liberté et l'attitude exercer ses professions suivant sa constitution dit avec loi république là. Donc pour que pas jamais Brignol Lindor encore, nous devons au niveau de l'État continuer à garantir exercice profession en dans la société. Journalistes doivent même tout respecter les principes qui régissent le fonctionnement du métier. Mais il faut que nous ne pas tolérer radio 1000 collines.
Nous connaissons ça fait déjà dans l'autre pays. Catastrophe que ça a engendré. Ça fait bandit qui pas osé sur radio, faut nous essayer de gérer question ça. Pays pas doit construire 5, 6, 7, 8 sociétés en dedans. Leader d'opinion yo, moi profiter occasion ça pour me faire appel à sens responsabilité nous pour que nous connaissions un seul pays n'a construit là, tout le monde dans la sphère d'action pas yo pour assumer responsabilité yo pour nous léguer un autre pays à jeunesse là qui l'a jodi. La 7e session de formation de l'école de la magistrature a été lancée ce lundi autour du thème « Lutte contre les discriminations et promotion de l'égalité en droit international des droits de l'homme ». Sur plus de 396 postulants, 71 ont été sélectionnés pour suivre cette formation qui se déroulera du 3 au 13 décembre 2018. Le directeur général de l'EMA, Kessner Michel Termesi, et le directeur exécutif de l'initiative de société civile Rony Desroches explique tour à tour à quoi se réfère le thème et ses implications. Le choix de ce thème aujourd'hui est la volonté de consacrer des années à la subtile dialectique contre ces modes de justice. Mesdames, Messieurs, en ce qui concerne les normes, le droit international, plus que tous les autres, témoigne l'évolution des esprits. Depuis la Déclaration universelle de 1948, l'ordre juridique s'est enrichi de nouveaux droits. Les domaines de protection sont de plus en plus précis. Génocide, abolition de l'esclavage, lutte contre toutes les formes de discrimination fondées sur la race, le sexe, le genre, la religion et la conviction politique. Le souci de réussir par la formation est impératif au profit de la démocratie. La justice et les droits de l'homme doivent s'harmoniser et se fortifier contre ces genres de discrimination. Je dirais à tous, encore une fois, que l'EMA est ce centre qui a le souci de transformer le désespoir en espoir et l'espoir en certitude au profit des justiciables. À tous ceux qui sont présents dans cette salle, magistrats, agents de sécurité, promoteurs des droits humains, étudiants, avocats. Cette cérémonie d'ouverture est pour vous faire comprendre qu'Haïti n'est pas seul. Malgré cette difficulté, malgré la conjoncture de l'heure, Haïti n'est pas seul. À tous ceux qui luttent pour une société juste et équitable, nous disons merci. Sans vouloir entrer dans le vif du sujet, qui sera laissé aux experts du droit, lesquels vont défiler au cours de ces 10 prochains jours, permettez-moi de partager avec vous quelques brèves réflexions que m'a suscité ce thème. Ce n'est un secret pour personne que notre pays connaît ces jours-ci des heures particulièrement sombres.
manifestations à répétition, blocage des rues, incapacité de circuler à certains moments, des grèves qui provoquent la peur et obligent les gens à se terrer chez eux, des passagers qui sont rançonnés par des bandits, des razzias effectuées par des bandes lourdement armées qui dévalisent les maisons dans les quartiers défavorisés et contraignent les résidents à se réfugier ailleurs. Les inégalités au sein d'une société créent des tensions qui, à un moment, cèdent et provoquent de véritables convulsions, tout comme les tensions entre les plaques sismiques provoquent des tremblements de terre meurtriers. J'espère que pendant ces 10 jours, vous aurez, chers participants, à vous pencher sous la conduite de professeurs avisés sur la question des inégalités. J'espère, dis-je, que vous pourrez développer des instruments pour combattre ce fléau qui ronge notre pays. Le ministère de la Communication reçoit le ministre des Travaux publics, Transports et Communications. L'ingénieur Fritz Caillot annonce le lancement prochain des travaux à haute intensité de main-d'œuvre. Ces projets qui seront mis en place par le MTPTC concernant des travaux de voirie et d'assainissement doivent commencer ce mois-ci dans plusieurs départements du pays. Alors, objectif là, c'est créer un emploi et permettre à chaque monde, chaque population dans zone populaire, zone à forte concentration populaire, et se prendre pour au moins au bagage dans main yo capable de vivre. Appui ça du gouvernement taïwanais, il arrive vraiment à point nommé. Dans quel département que nous allons intervenir? Nous avons le Grand Nord et côté que en nord-ouest, nord et nord-est. Dans le département du nord-ouest, nous choisissons Port-de-Paix, ça c'est une zone de connaît qui a forte concentration populaire. Dans le nord, nous choisissons la ville du Cap-Haïtien. Et dans le nord-est, nous choisissons Ouanamène, tout du nord et Fort-Liberté. Et au niveau du département de la Tibonite, choisi Gonaïves, son zone à forte concentration populaire. Et le plateau central, nous choisi Hinch. Et 6e département, c'est Maman Pemba, si ça relève l'ouest là. Donc, nous étions exactement dans la zone métropolitaine de Port-au-Prince. Travaux, ça, ce sont des travaux à haute intensité de main-d'œuvre. Et travaux à haute intensité de main-d'œuvre, là, il ne faut pas prendre même un assainissement qu'a fait. Et là, c'est des travaux structurants. Côté m'a fait trottoir, m'a fait caniveau, m'a fait chaussée, et ça m'a fait fossé maçonné. C'est des travaux durables, même après 10-15 ans, ça ne finit pas là, la pour l'état terre. De nombreuses activités ont été organisées à l'occasion de la célébration de la Journée mondiale de lutte contre le sida. Plus d'une centaine de jeunes de différents quartiers réputés sensibles ont participé à cette célébration sous le thème « Connais ton statut ». Ce thème qui a été retenu par les Nations Unies pour sensibiliser les populations, en particulier les jeunes, à se faire dépister du VIH. Les chiffres sont révélateurs puisque plus de 36 millions de personnes vivent avec le VIH dans le monde. Plus de 26 millions sont sous antirétroviraux et l'année 2017 a été marquée par 1,8 millions de nouvelles infections. Suivez les explications de la ministre de la Santé publique et de la Population, Marie-Greta Clément-Roy. Le 1er décembre est une date symbolique qui nous rappelle non seulement les moments passés ensemble pour donner une réponse appropriée au VIH, mais aussi les engagements pris par le pays dans le cadre du VIH-Sida. C'est de plus, une nouvelle fois, l'occasion de faire le point sur la riposte à cette épidémie en mettant l'accent sur le parcours qui
qu'il nous reste encore à faire. L'heure est venue de réveiller toutes les communautés en les invitant à l'action. L'action contre l'inertie, l'intolérance, l'égoïsme, le manque de solidarité, afin de créer un climat serein de partage et d'entraide où le bien de chacun, et particulièrement des PVVIH et des populations à haut risque, est vraiment prise en considération. En ce 1er décembre 2018, nous sommes interpellés par le manque de compréhension de cette problématique par certains secteurs. En ce sens, un document de plaidoyer pour la société civile est en préparation. Nous avons pu certes contrôler l'épidémie. En témoignent les 3 dernières enquêtes EMUS qui font état d'une prévalence autour de 2%. Mais de nombreux dangers nous guettent. Nous continuons à enrôler les patients à travers la démarche dépister et traiter, ce qui a permis d'atteindre le chiffre de 103 000 patients en septembre 2018. Toutefois, la non-adhérence au traitement demeure l'un de nos plus grands défis. Mesdames et messieurs, nous avons avec nous aujourd'hui M. William Savary, qui est économiste, membre fondateur de Haitian Stock Exchange. M. Savary, bienvenue. Merci Madame Giraud, merci. Alors M. Savary, on sait qu'il y a eu la réunion du G20 ce week-end et ça s'est passé en Argentine. Est-ce qu'il y a eu des décisions ou des prises de position qui affectent l'économie mondiale ou le marché de la bourse? Bon, la première chose qu'il faut se mettre d'accord, que les G20, c'est une réunion des chefs d'État des 20 pays les plus industrialisés du monde qui se réunissent de façon régulière pour débattre les grands dossiers. Par exemple, le dossier du climat, le dossier du pétrole, le dossier de guerre, les dossiers de sanctions contre d'autres pays. Donc, c'est vraiment ça leur fonction. Et à l'intérieur de tout ça, il y a des moments où les réunions prennent une caractéristique particulière. Par exemple, dans le cas de la réunion que nous venons d'avoir, qu'ils viennent d'avoir, c'est le cas de la rencontre de M. Trump et du président chinois, M. Xi. Et pourquoi c'est une rencontre qui a été importante? C'est pourquoi c'est une interaction qui a été importante, parce qu'il y a, depuis l'arrivée de M. Trump, un discours qui voudrait faire de l'Amérique la première puissance du monde, qui articule la position que l'Amérique en premier. Et en vertu de cette position, M. Trump a bousillé plusieurs des contrats qui ont été négociés entre les États-Unis et autres pays, entre les États-Unis et des blocs commerciaux. Donc la réunion entre M. Trump et le président chinois s'est révélée d'une importance capitale parce qu'il y avait qui planait au-dessus des relations sino-américaines comme un épée de Damoclès, des tarifs et des douanières sur les importations de la Chine, enfin, des États-Unis, les exportations de la Chine vers les États-Unis. Donc, et ces tarifs annonçaient des nouvelles plutôt dévastatrices pour l'économie américaine, parce qu'il ne faut pas oublier une grande partie des entreprises chinoises qui exportent vers les États-Unis, ce sont des entreprises américaines ou des entreprises dans lesquelles les Américains ont beaucoup investi. Donc, et ceci a des répercussions inflationnistes sur l'économie américaine parce que les tarifs encouragent l'augmentation de prix. Et l'augmentation de prix, ça se résout au niveau de l'inflation, au niveau de l'économie américaine. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, il y a eu une rencontre assez chaleureuse entre Poutine de la Russie et le prince saoudien. Oui, justement. Où les deux se sont mis d'accord qu'ils allaient
ils allaient collaborer. Il y aurait une certaine collaboration au niveau de la production du pétrole. Donc, tout le monde s'attend à ce qu'il y ait un ajustement au niveau de la quantité du pétrole produite sur le marché international, parce que ça, ce sont parmi les deux plus grands producteurs de pétrole du monde. Donc, ce sont ces deux éléments qu'il faut vraiment retenir. Et en arrière-plan, il ne faut pas oublier qu'en France, il y a les gilets jaunes qui donnent des troubles à M. Macron. Oui, effectivement. Donc ça, c'est à l'arrière-plan que l'on n'en discute pas, mais les choses les plus importantes sur lesquelles on peut se statuer, ce sont ces deux éléments importants. Donc cette augmentation de 5% du prix du baril du pétrole suite à cette décision de l'Union soviétique et de l'Arabie saoudite de coordonner donc leur production. Donc, en fait, effectivement, il y a eu aujourd'hui, qui est le jour tout juste après les G20, bon, je dis toujours sur le plateau que M. Trump, l'une des techniques de négociation de M. Trump, c'est de vous bousculer jusqu'au bord de la falaise. Et arrivé au bord de la falaise, il lâche prise, parce que là, vous vous sentez obligé de faire des concessions. Je pense que maintenant, il pense que la Chine est au bord de la falaise, la Chine est prête à faire des concessions, et il dit au marché international que moi, je suis prêt à retarder l'application des sanctions contre les importations venues de la Chine. Donc, ceci s'est manifesté aujourd'hui à la bourse. Oui. Toutes les valeurs boursières ont augmenté. Et en vertu de la relation, de la perception de l'accord de paix de la coordination de la production du pétrole entre la Russie et l'Arabie saoudite, on a témoigné également une augmentation, une hausse du prix du pétrole sur le marché international. Très bien. Alors, le pays, revenons à Haïti. On sait que le pays a connu une semaine d'émeutes récemment et qui a affecté négativement l'économie du pays. En réponse à cette situation, on a appris que le gouvernement Séan avait instauré un programme de prêts. Est-ce que vous pouvez nous en parler? À quoi peut-on s'attendre? Bon, la première chose, avant même d'y aller là, il faut qu'on se mette d'accord sur une chose. En général, lorsqu'il y a des casses, comme on vient de le voir, lorsqu'il y a des émeutes, il faut les voir comme des éléments qui visent à ramener la société vers le juste milieu, à rendre la société vertueuse. Parce que toutes les fois qu'il y a des dérives du côté de l'oligarchie, du côté de la bourgeoisie, du côté de l'armée, il y a toujours de l'autre côté, il y a le peuple qui se met debout. Donc il faut voir ces émeutes comme des éléments régulateurs de la société. Hein? Donc il y a des casses, les gens sont mécontents, les gens manifestent leur mécontentement, ils prennent les ouais. Donc là, il faut qu'on se mette d'accord sur ça. Donc ce n'est pas vraiment une crise existentielle, ce n'est pas que la nation est menacée, c'est simplement une situation où les gens expriment leur mécontentement. Et leur mécontentement, il y a plusieurs éléments qui constituent ce mécontentement. Il y a le dossier de Petro-Caribé, il y a le dossier de l'augmentation du prix du pétrole, il y a la dévaluation de la gourde, il y a 70% de chômage dans le pays. Donc il y a effectivement des éléments qui peuvent constituer des contentieux. Et ce qu'on voit dans les rues, les casses, sont effectivement une manifestation vivante de la perception des gens et de leur frustration. Donc il faut qu'on se mette d'accord sur ça. Maintenant, face à ces problèmes, le gouvernement doit avoir une réponse. Hein? Bien sûr. Et la réponse que le gouvernement propose, c'est effectivement le crédit plate-à-terre. Bon, crédit plate-à-terre, j'imagine, il y a une perception que les gens du pays n'ont pas accès aux capitaux. Les petites et moyennes entreprises ou les petites entreprises, ce qu'on appelle les micro-entreprises, n'ont pas accès aux capitaux. Et pour eux, avoir accès aux capitaux, les coopératives financières ont, jusqu'à une certaine mesure, rempli le vide qui existait, cet écart, ou bien fourni l'accès. Mais le crédit au niveau des coopératives est onéreux. Parce qu'en fait, on parle de 25% l'année, 2% le mois parfois, et 3% le mois. Donc, c'est un crédit qui varie, le coût de ce crédit varie entre 20 et 40% l'année. Donc, c'est onéreux. Donc, et les gens qui devraient bénéficier de ces crédits-là ne l'ont pas, parce que c'est trop cher. Et avec des crédits pareils, il est presque impossible qu'une entreprise puisse survivre ce coût du capital. Maintenant, le gouvernement propose un crédit plate-à-terre. C'est un crédit qui facilite, ce sont des fonds, ce sont des capitaux qui faciliteraient l'accès de financement aux micro et les petites entreprises, et qui eux-mêmes,
qui eux-mêmes, pour avoir accès à des capitaux, sont obligés de se référer aux taux usuriers, à des usuriers. Et au niveau des usuriers, on parle de 18-20% le mois. Hein, c'est vraiment onéreux. Donc, les micro-entreprises ne peuvent pas survivre dans le pays. Maintenant, il y a une tendance, oui, c'est généralement admis. C'est généralement admis que les petites et moyennes entreprises, ce sont les créateurs d'emplois. Donc, c'est généralement admis. Donc, et le gouvernement peut pouvoir penser à partir de cette hypothèse qu'en fournissant l'accès au crédit aux micro-entrepreneurs, aux micro-entreprises, que peut-être il y a des emplois qui seront créés. Donc ça, c'est une présupposition. Donc c'est une réponse aux émeutes qui ont été vécues récemment. Mais parallèlement à ça, il faut dire que le gouvernement fait autre chose aussi. Par exemple, il y a l'accord entre Haïti et Taïwan. On sait qu'il y a eu des débats extraordinaires à travers la presse. Pourquoi Haïti ne choisit pas la Chine et pourquoi Haïti reste collé à Taïwan. Mais les gens doivent se rendre compte que c'est une question d'ordre stratégique. Ceci va au-delà des besoins de la République d'Haïti. C'est vraiment comment desservir les intérêts des grandes nations qui sont les amis d'Haïti. C'est vraiment ce qui se joue entre la relation entre Haïti et la Chine et le Taïwan. Qu'est-ce que ça va nous rapporter? Il y a plusieurs choses. Nous savons tous que la Dominicanie a accepté de laisser tomber Taïwan en faveur de la Chine, oui, de la Grande Chine. Et il y a certaines compréhensions ou certaines présuppositions que les fonds que le Taïwan investissait en République dominicaine seront maintenant alloués à Haïti. Donc ça, c'est une présupposition. Et si ceci arrive, on parle de milliards de dollars. Okay? En fait, entre les fonds, entre ce que le Taïwan a déjà budgétisé pour Haïti et ce que le Taïwan investissait en République dominicaine, on parle de milliards de dollars au total, dans l'agrégat. Il y a également des projets de construction de barrages électriques qui se font. Il y a la rénovation de PEDEC qui se fait. Donc là, c'est un investissement de 300 millions de dollars. Ce sont des projets qui sont déjà en cours. Qui sont déjà en cours. Il y a également un projet au plateau central pour des irrigations, pour irriguer près de à peu près toute la zone de Hinch, Thomasik. Donc ça, ce sont des projets qui sont déjà en cours. Parce que vous savez, lorsqu'il pleut, les rivières que nous avons, ça provisionne en eau. Mais si l'eau n'est pas capturée et canalisée, cette eau, en 8 heures de temps, sort des montagnes et va directement à la mer. Bien sûr. Donc, il y a un besoin de construire des canaux d'irrigation dans le pays. Et ce programme, ceci est en train de se faire maintenant. Okay? Il y a de grands investissements qui se font dans l'agriculture. Par exemple, il y a des grandes fermes qui sont en train de se mettre sur pied. Il y a des accords qui se négocient, des accords bilatéraux entre Haïti et d'autres pays et d'autres entrepreneurs haïtiens, des entrepreneurs haïtiens et des entrepreneurs étrangers qui commencent à porter des fruits parce que ce sont des gens qui viennent s'installer en Haïti. Donc, il y a plein de choses qui se font. Donc, on peut s'attendre à des retombées positives. Oui, mais ça met du temps. Ça met du temps. C'est pas une baguette magique. Ça met du temps. Donc, en plus, vous savez aussi, il y a la question de la confiance. Parce que une chose qui fait marcher l'économie, contrairement à ce que les gens disent, ce n'est pas vraiment l'argent. Ce n'est pas seulement l'argent, c'est aussi la confiance. Parce que je vais vous prenez comme anecdote, les Chinois et les Américains se sont mis d'accord sur la réduction ou sur le retardement de l'application des sanctions. Automatiquement, psychologiquement, ça a eu des retombées immédiates sur la bourse. Donc, ça veut dire que ce n'est pas seulement l'argent, il y a une question de confiance. Donc, le gouvernement devrait, en plus de réfléchir à des programmes, mais aussi réfléchir comment gagner la confiance de la population. Effectivement. Eh bien, M. Savary, merci d'avoir été avec nous et on espère vous retrouver très bientôt. Bien, merci. Une fois à Metro News. Ça a été un plaisir, Madame Giraud. À très bientôt. Merci d'avoir été avec nous, mesdames et messieurs. À très bientôt pour une autre édition de Metro News.